Bonjour. Alors, la dernière fois, on avait commencé à parler des paramètres qu'on a appelés les paramètres d'Oraka. Alors, il faut savoir que ces paramètres d'Oraka permettent de tenir compte de l'interaction entre les électrons. D'accord? Alors, donc, les intégrales de la répulsion interélectronique entre deux électrons I et J, par exemple, psi I 1 sur RIJ psi j, peuvent s'exprimer en fonction des paramètres ne dépend que de la partie radiale de la fonction. Vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait deux parties dans la partie dans psi, d'accord? Et donc cette interaction, bien sûr, elle ne dépend que de la partie radiale. Mais de toute façon, nous, on ne va pas entrer dans les détails des calculs. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître ces paramètres de Raka. Alors, M. Raka a proposé un système de trois paramètres qu'il a appelé A, B et C. Et tel que la différence d'énergie entre deux termes spectroscopiques d'un ion libre ne dépend que de B et de C. C'est-à-dire, voilà, par exemple, si ces termes spectroscopiques ont la même multiplicité de spin, on a delta E ne dépend que de B. Voilà, donc vous avez une énergie, d'accord, qui est exprimée d'un terme, bien sûr, A en fonction de grand A, grand B, grand C, comme vous le voyez ici. Et vous avez le delta E, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Le A disparu. Donc il n'y a que B et C. Mais si on a la même multiplicité, vous allez voir que le C va disparaître et il ne reste que le B. D'accord? Et c'est pour cela qu'on a dit si des termes ont la même multiplicité de spin, on a delta E ne dépend que de B. Voilà. D'accord? Donc d'ailleurs pour la suite, vous allez voir qu'on va travailler essentiellement avec le B. Alors, ces paramètres sont numériquement ajustés aux valeurs expérimentales des différences d'énergie déterminées par spectroscopie. C'est-à-dire que les paramètres de Raka ne sont pas fixes et sont numériquement ajustés aux valeurs expérimentales. C'est-à-dire ça, ils reflètent la réalité, ils reflètent ce qu'on a obtenu expérimentalement dans le spectre d'absorption. D'accord? Ils sont donc également utilisables pour les complexes, bien sûr. Alors le tableau ci-dessous présente les situations pour les termes de l'ion, par exemple, libre trivalent du vanadium. D'accord? Parce qu'il faut savoir qu'il y a les paramètres d'Oraka concernant l'ion libre et les paramètres d'Oraka pour l'ion incorporé dans un champ de ligand, dans un complexe. Hein. Voilà. Donc ici, vous avez les niveaux énergétiques de l'ion libre vanadium 3+, c'est un T3, d'accord? Donc vous avez les termes qui sont à gauche, termes spectroscopiques, vous avez leur énergie correspondante, et vous avez à droite les mesures spectroscopiques, d'accord? Par exemple, pour la transition D1 3F, vous voyez que on a la valeur, vous avez A moins 3B plus de C, moins A, moins par moins de plus 8B. Donc ça va donner quoi? Ça va donner 5B plus 2C. Il suffit de faire des différences et vous allez trouver les valeurs. Et expérimentalement, on a réussi à déterminer les valeurs expérimentales. C'est la colonne qui se situe tout à fait à droite de votre tableau. Donc, les énergies sont déterminées en considérant les centres de gravité des multiplicités, bien sûr, et en tenant compte, bien sûr, du couplage spin-vite ou autre. Hein, d'accord? Donc, après étude de ce vanadium, on a calculé le P qui va être égal à 861 cm-1. Donc ça, c'est la valeur de P pour le vanadium 3+, c'est un T3. Et on peut aussi déterminer la valeur de C qui est égale à 3440 cm-1 pour
le vanadium 3+. D'accord? Alors, généralement, les valeurs de paramètres Toraka pour tous les ions, il existe dans la littérature. On peut les trouver à chaque fois, il n'y aura pas de problème. Alors, dans la théorie du champ ligand qu'on a vu la dernière fois, le paramètre du champ cristallin dQ reflète, en plus de l'interaction électrostatique entre l'ion métal et ligand, il reflète aussi la capacité de covalence de la liaison sigma et de la liaison pi du ligand. C'est-à-dire qu'effectivement, la théorie du champ ligand, il nous permet de décrire la réalité de ce qui se passe au sein d'un complexe. En plus de l'interaction interélectronique, il reflète aussi la capacité de covalence des liaisons sigma et pi du ligand. Ainsi, nous l'appelons désormais paramètre du champ de ligand. D'accord? On va les appeler paramètres du champ de ligand. Donc, dQ et B sont une fonction de M, c'est-à-dire du métal. Et c'est la charge et la taille. Et ils sont aussi fonction de L et ils sont fonction aussi de la stéréométrie. Stéréochimie, pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que dQ et B varient selon le métal, selon sa charge, selon sa taille, selon le ligand et selon la stéréochimie, c'est-à-dire ce qui se passe dans un champ octa, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe dans un champ tétra ou autre. Hein, d'accord? C'est pour cela que là, par la suite, la majorité du travail, on va être amené à déterminer la valeur de dQ et de B suivant les différentes situations qu'on va rencontrer par la suite. M et L ont été, c'est-à-dire le métal et les ligand, étaient classés selon les valeurs de TQ et de B, respectivement en série spectrochimique, c'est-à-dire pour le métal, et néphéloxétique pour les ligands, c'est-à-dire du grec signifie expansion du nuage, ça veut dire néphéloxétique. Donc finalement, on va définir maintenant deux séries, à savoir la série spectrochimique et la série néphéloxétique. Alors la série spectrochimique. Alors cette série classe les coordinats par ordre de force croissante. Voilà. Il est donc donné en fonction des valeurs de TQ croissantes, parce que c'est par force croissante. Voilà. Selon elle, selon le métal, pour un métal et une stéréochimie donnée, cette série est sujettée à de très faibles variations d'un métal à un autre. C'est pour cela qu'on trouve le classement suivant que vous voyez pour les différentes valeurs de L. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a pas mal de ligands, il y a I-, Br-, Ser, O4, 2-, Cl-, etc., etc. D'accord? Donc là, ils sont classés, d'accord, par ordre de force croissante. Donc au fur et à mesure qu'on augmente, c'est-à-dire qu'on passe de gauche vers la droite, là, la force augmente. D'accord? Il y a la force qui augmente selon cette série spectrochimique. Alors les ligands donneurs des liaisons pi sont classés en bas de l'échelle. D'accord? C'est ce que vous voyez ici devant vous sur la série. Alors les ligands accepteurs par contre de pi sont classés en haut de l'échelle. C'est ce que vous voyez tout à fait à la fin de cette série spectrochimique. Au milieu, on trouve les ligands à tendance pi faible ou nulle. D'accord? Donc, les ligands qui sont donneurs, c'est-à-dire qui donnent des liaisons pi, sont placés en bas, c'est-à-dire sont tout à fait au début. Ceux qui sont en haut, ils sont des accepteurs de pi. Et ceux qui sont entre les deux, ce sont soit des ligands à tendance faible ou nulle pour les liaisons pi. Alors, cet ordre est bien expliqué, bien sûr, dans le cadre de la théorie des orbitales moléculaires. Et je crois qu'en S5,
on vous a parlé en chimie théorique de ce qu'on appelle la théorie des orbitales moléculaires. Donc certainement, on vous a déjà parlé de cette, c'est-à-dire de cette série spectrochimique. Maintenant, selon M, et pour un ligand et une stéréochimie donnée, donc on fixe maintenant le ligand et on fixe la stéréochimie, par exemple octaédrique, d'accord? La force du champ cristallin dépend du cation. Elle augmente avec la charge du cation. Donc, la force du champ cristallin augmente avec la charge du cation. Pour 1 degré d'oxydation donné, elle augmente avec la période, lorsqu'on passe de 5D, 4D, 3D. On peut donc construire également une série spectrochimique des cations, comme vous le voyez ici. D'accord? Donc vous voyez par exemple, pour le manganèse 2, il est classé en premier, mais le manganèse 4+, il est beaucoup plus haut. Pourquoi ça? Parce qu'il y a l'effet de la charge, du degré d'oxydation. D'accord? OK? Il y a l'effet de degré d'oxydation, c'est-à-dire le champ, bien sûr, il varie avec le degré d'oxydation. OK? Il y a quoi d'autre? Il y a par exemple le cobalt 2+ aussi. Le cobalt 2+, vous le voyez qu'il est tout à fait à gauche, et le cobalt 3+, il est situé un peu vers la droite, et ainsi de suite. Alors, en d'autres termes, dQ augmente avec l'augmentation du nombre d'oxydations. Voilà. C'est ce qu'on vient de voir pour le manganèse 2 et le manganèse 4, le cobalt 2 et le cobalt 3. Donc l'oxydation augmente, donc le dQ va augmenter. Et aussi augmente, c'est-à-dire le dQ augmente aussi d'environ 25 à 50% par série de transitions. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour la 5D, 4D, 3D. D'accord? Parce qu'on passe d'une série à l'autre, il y a bien sûr une variation de dQ. Alors, maintenant, on va parler de l'effet néphéloxétique. Le paramètre de Racah B est caractéristique de la répulsion interélectronique. Ça, on l'a déjà défini. Lorsqu'il s'agit d'évaluer si l'on se trouve dans une situation champ faible ou champ fort, c'est donc le rapport delta sur P qu'il faudrait considérer. D'accord? Alors, pour un complexe, la répulsion interélectronique est plus faible que dans l'ion libre. Pourquoi ça? La répulsion interélectronique est plus faible que dans l'ion libre. Pourquoi? Parce que dans un complexe, les électrons ils sont engagés dans des liaisons chimiques. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de répulsion. D'accord? La répulsion est donc plus faible que dans l'ion libre. Alors que pour l'ion libre, les électrons ils sont libres, donc ils ne sont pas engagés dans des liaisons, la répulsion va être forte. Et les valeurs expérimentales de P sont plus petites. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le paramètre de Racah pour l'ion libre est toujours supérieur au paramètre de Racah de B, bien sûr, pour l'ion incorporé dans un champ de ligand, c'est-à-dire dans un complexe. En d'autres termes, lorsqu'on passe de l'ion libre A au complexe, le paramètre de Racah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diminuer. Ce qui suggère que les électrons D ou F sont plus éloignés les uns des autres que dans le cas de l'ion libre. Effectivement, lorsque vous avez le métal, soit un métal de transition, soit le terre rare, est dans un champ de ligand, ces électrons ils sont engagés dans des liaisons, donc ça veut dire qu'ils sont éloignés les uns des autres, parce qu'ils sont répartis sur les différentes liaisons chimiques, et donc il y aura moins d'interactions, et par conséquent, il y aura bien sûr une diminution du paramètre de Racah.
Alors, cette dilatation des orbitales d ou f est appelée effet néphélocétique. Donc, l'effet néphélocétique, c'est quoi? C'est la répartition des électrons lorsque l'élément est incorporé dans un champ de ligand. Donc, il y a une dilatation de ces orbitales. Ils sont plus concentrés sur le métal ou bien sur le terrain, mais ils sont répartis dans l'espace selon, bien sûr, la stéréochimie qu'on est en train d'étudier. Alors, la série néphélocétique, il va y avoir l'effet, l'influence du ligand sur la valeur de B. Voilà. Alors, la variation de B selon la nature du ligand est illustrée par la série néphélocétique selon, comme vous le voyez ici, voilà les ligands qui sont là. Vous avez en premier l'iode, I-, Br-, Cl-, Cl-. Donc la taille, bien sûr, il joue son rôle aussi. D'accord? Et en dernier, il y a le B de l'ion libre, comme on l'a déjà dit. Le B de l'ion libre est supérieur au B, bien sûr, de l'ion lorsqu'il est incorporé dans un champ de ligand. Donc la variation de P, selon la nature de ligand, d'accord, est illustrée par la série néphélocétique. Donc vous voyez que pour un élément de transition donné, d'accord, pour un élément de transition donné, on voit que la valeur de P varie selon la nature du ligand. D'accord? Malgré qu'on a le même élément, mais selon son environnement, c'est-à-dire comment il est lié, est-ce qu'il est lié à un I-, ou bien à un Cl-, ou bien à F-. Donc la liaison métal-ligand, il diffère et cette différence va avoir de l'influence sur le paramètre de Racah. Pourquoi ça? Parce que la nature de la liaison, par exemple, métal-fluor, n'est pas la même chose que la nature de la liaison métal-iode. Et c'est pour cela que vous voyez que P est croissante du gauche vers la droite sur cette série néphélocétique. Alors la réduction de B par rapport à la valeur mesurée pour l'ion libre en phase gazeuse traduit la nature de covalence des liaisons métal-ligand. D'accord? Donc plus la liaison est covalente, plus le paramètre de Racah diminue. Ça, c'est toujours vrai. D'accord? Il faut l'avoir en tête. Ok? Donc le paramètre de Racah diminue à chaque fois que la nature de la liaison covalente métal-ligand augmente. En effet, B diminue dans un complexe. Cela signifie que les électrons participent à la liaison, sont moins sujetés à des répulsions électroniques. Par conséquent, ils occupent des zones de l'espace plus grand. Effectivement, parce qu'ils sont engagés dans les liaisons. Et qui dit liaison, ça veut dire qu'il y a des directions, par exemple, dans un octaèdre, ils sont dirigés selon les axes OX, OY, OZ. D'accord? Donc là, il y a moins de répulsion parce qu'ils occupent beaucoup plus d'espace. Et cette répartition est d'autant plus efficace que la liaison est covalente. Plus en plus de covalente, il y a moins de répulsion. De nuages électroniques dans un complexe est le résultat de la formation, bien sûr, d'orbitales moléculaires. Okay? Donc, bien sûr, lorsqu'on a des électrons qui sont engagés dans des liaisons chimiques, qui sont bien sûr répartis dans l'espace, et cela résulte, d'accord, de la formation d'orbitales moléculaires, c'est-à-dire on passe des orbitales atomiques vers les orbitales moléculaires. Par conséquent, les ligands de gauche de la série, c'est-à-dire possédant un paramètre B petit, sont des espèces dont le nuage électronique est facilement déformable. Tout à l'heure, on a vu que l'iode est placé en premier. L'iode est trop gros, donc il est déformable. D'accord? Ce qui prête à la formation des liaisons covalentes. Et on parle, dans ce cas-là, des ligands mous. Par exemple, l'iode, c'est un ligand mou. Par contre, à droite de la série, on peut prendre l'exemple du fluor. Le fluor, il est petit. D'accord? Et bien sûr, les nuages ont
du nuage électronique qui est peu déformable, il ne se déforme pas du tout, pratiquement, d'accord? Et la liaison fermée avec le métal est davantage ionique. Alors dans ce cas-là, on parle de ligand dur. Donc l'iode I-, c'est un ligand mou et le F-, c'est un ligand dur. Il est admis que la raison majeure de la diminution de P est l'augmentation de la covalence de la liaison métal-ligand, comme on vient de l'expliquer. Et les électrons D ou F n'ont plus aucun caractère purement métallique, mais sont, jusqu'à un certain point, délocalisés sur les ligands. C'est-à-dire, les électrons ne restent pas focalisés sur l'orbital atomique D ou F dans le cas des éléments de transition, bien dans le cas des terres rares, mais ces électrons, ils perdent leur caractère purement métallique et ils deviennent quoi? Des électrons qui vont être délocalisés sur les ligands. Pourquoi? Parce qu'ils vont assurer des liaisons qui sont de plus en plus covalentes selon la nature du ligand. Alors cette délocalisation augmente la séparation moyenne entre les électrons D ou F et réduit le B. Alors, il y a M. Johnson a défini le rapport bêta tel que bêta est égal B de l'ion dans l'ion complexe, c'est-à-dire lorsqu'il est incorporé dans un champ ligand, sur B0, c'est-à-dire B dans l'ion libre. C'est le paramètre de Johnson, bêta, et par conséquent, comme on vient de dire que B de l'ion libre est toujours supérieur à B dans le complexe, par conséquent, le bêta est toujours inférieur à 1. D'accord? Plus B est grand, c'est-à-dire proche de 1, plus la liaison métal-ligand est ionique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délocalisation des électrons sur les liaisons. Et donc la liaison, elle est plus ionique. Mais plus ce paramètre est petit, plus la liaison métal-ligand est covalente. D'accord? C'est-à-dire que B dans le complexe est très inférieur devant P de l'ion libre et par conséquent la liaison là est covalente et le nuage électronique se délocalise sur le ligand, ce qui diminue la répulsion coulombienne entre les électrons. Les ligands ioniques tels que par exemple l'ion fluor, comme on l'a dit tout à l'heure, fluorure, forment des complexes dans lesquels la valeur de P est proche de 1. Pourquoi? Parce que ce sont des liaisons à caractère ionique. Alors que les ligands covalents tels que les donneurs de soufre donnent des valeurs de P qui peuvent être aussi faibles, telles que par exemple 0,29, et les valeurs de P de l'ion libre sont données dans le tableau suivant. Comme vous le voyez ici, vous avez les variations de P en centimètres moins 1 en fonction du degré d'oxydation. Par exemple, pour les titanes, vous voyez qu'on passe de titane 0 à titane plus 1, et là, le paramètre d'OAK, il passe de 560 à 681. Lorsqu'on passe vers le titane 2+, on passe de 681 à 718. C'est la même chose, par exemple, pour le vanadium, le chrome, le manganèse, etc., etc. Donc, selon le métal, les valeurs de P pour certains ions métalliques de transition de première et deuxième série sont données dans le tableau qu'on vient de voir. Alors, B augmente avec l'augmentation du nombre d'oxydations, c'est ce qu'on vient de voir pour le titane par exemple, ou du nombre d'électrons dans la sous-couche D, c'est-à-dire lorsqu'on passe de D1, D2 à D3. En d'autres termes, plus l'ion métallique est polarisant, plus la liaison métal-ligand est covalente. Effectivement, plus l'ion métallique est polarisant, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir polarisant très important, plus la liaison métal-ligand est covalente. Alors, l'ordre observé expérimentalement sera le suivant. Voilà, vous avez
le manganèse, par exemple, 2+, il est à peu près de meilleur de le vanadium 2+, et qui est supérieur au nickel 2+, cobalt 2+, supérieur au molybdène. D'accord? Donc, lorsque le nombre d'oxydation augmente, les électrons D sont plus attirés par le noyau positif et ils s'en rapprochent. Et par la même occasion, se rapprochent les uns des autres. Et qui dit qu'ils se rapprochent les uns des autres, le paramètre de K va augmenter. En résumé, on va parler des propriétés de B. B diminue quand on descend dans le tableau périodique. Faible répulsion des électrons. D'accord? Donc B diminue quand on descend dans le tableau périodique. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on passe de 3D à 4D, B diminue. Lorsqu'on passe de 4D à 5D, B diminue. Et B augmente avec le degré d'oxydation du cation. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un élément qui va avoir son degré d'oxydation augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins d'électrons. C'est vrai, mais l'espace réservé, il va être petit, donc il y aura répulsion. C'est pour cela que B augmente. Et B diminue avec la covalence de la liaison métal-ligand. Donc à chaque fois que vous avez une liaison covalente, donc B va être faible. Une configuration donnée T de Ga, tiens, A électron, EGA donne naissance, à cause de la répulsion électron-électron, à plusieurs niveaux d'énergie différents, représentés par un terme spectroscopique. Ça, c'est connu. Les transitions entre termes spectroscopiques ont des énergies couvrant le domaine du visible. C'est pour cela qu'on voit que les complexes sont colorés. Alors, les spectres optiques décomposés de coordination ne s'interprètent donc pas par un saut d'électrons T2G, EG. On a vu l'exemple tout à l'heure, auparavant, concernant le chrome. On n'a pas réussi à expliquer la présence des deux bandes en utilisant le T2G vers EG. Mais comme une transition entre termes spectroscopiques, ça veut dire qu'on ne doit plus utiliser la transition T2G vers EG, mais c'est la transition entre les termes spectroscopiques. De la même manière que nous avons comparé delta et P, c'est-à-dire avec delta est égal à 10TQ, jusqu'à maintenant, nous allons comparer les répulsions électron-électron traitées dans sa globalité, ce qui sera noté par la suite, répulsion électronique et le champ cristallin. Donc finalement, on va comparer la répulsion électronique et le champ cristallin. Eh bien, commençons par examiner deux cas limites. La situation champ faible, delta faible, c'est-à-dire devant delta est négligeable devant la répulsion électronique, et l'opposé, c'est-à-dire la situation où lorsque delta est supérieur à la répulsion électronique, voire diagramme de corrélation. Ben merci, je vais m'arrêter là et la prochaine fois, on va parler du diagramme de corrélation. Merci à vous.